Bonjour Karine. Bonjour, bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. Alors mes questions seront un peu longues, avec intention, parce qu'en fait, à travers la question, je partage son parcours. Parce qu'elle a fait tellement de choses qu'on n'aura pas le temps de revenir sur tout en 20 minutes. Donc je résume et après je pose une question. C'est un peu ça, disons, l'astuce que j'ai trouvée. Donc déjà, pour remettre les choses dans le contexte, tu as été donc, pendant les années athlète de haut niveau en raid multisport. Juste au cas où, c'est quoi un raid multisport? Alors, est-ce que certaines connaissent déjà? Quelques-unes. Donc, c'est VTT, orientation, canoë, ça se fait par équipe. Alors, c'est multisport et en pleine nature. On est ensemble du début à la fin, ça se fait en pleine nature et on évolue avec différents sports. Donc, la base, c'est toujours canoë, VTT et orientation, mais il peut y avoir tous les sports possibles sans moteur. Merci pour cette précision. Donc, parmi tes accomplissements figure notamment ta victoire sur le raid le plus difficile du monde, le raid gauloise au Vietnam. Donc, c'est 1000 km de parcours que vous avez effectué en 6 jours, 19 heures et 14 minutes. Alors, j'imagine qu'avec ton équipe, vous avez dû passer des moments extrêmement difficiles. D'où ma question, quelle est ton attitude face à l'adversité? Alors déjà, bon, c'est vrai que notre temps est compté, mais ça a été pour moi un premier rêve déjà de faire un raid gauloise parce qu'il s'agit de faire 1000 km en 5-6 jours. Et voilà, les premiers raids, ça a été vraiment de découvrir et d'aller au bout de ces courses-là. Et le raid gauloise au Vietnam a été particulier parce que dans les raids, il y a toujours une femme, 3 hommes. Et un Lyonnais, ancien champion du monde de kayak, m'a dit on aimerait que tu sois notre féminine dans l'équipe. Non pas pour essayer de finir le raid gauloise, mais essayer de le gagner. Donc on a préparé cette course-là. Et c'est vrai que dans l'adversité, alors on l'a remporté cette course. Elle a été dure parce qu'on évolue, on fait presque 200 km par jour. 2 jours de nuit, on ne se lave pas la semaine, on porte un sac à dos, on est ensemble, on vit plein de galères dans la nature parce que tout ne se passe pas comme on veut. Et c'est vrai que cette course a été marquante. Alors, il y a 3 anecdotes vraiment que j'en ressors. C'est qu'on était là pour gagner, on avait les meilleurs dans l'équipe, on s'était ultra préparé. Et à un moment donné, on s'est arrêté parce que notre équipe avait besoin de s'arrêter. On avait un équipier qui avait plein de cloques et le risque, c'était qu'il abandonne parce que sinon, on ne peut pas gagner une course. Et là, du coup, on s'est arrêté pendant presque 5 heures à voir toutes les équipes nous doubler. On est reparti en 20e position. Mais on a pris le positif de cette situation-là et on n'a pas été influençable par rapport aux autres équipes qui nous doublaient. Donc ça, c'est important et ça m'a appris cette course-là qu'il faut de temps en temps s'arrêter, arrêter le chrono ou arrêtez-vous pour garder vos besoins et puis repartir plus fort. On a gagné cette course aussi. Alors, on a des roadbooks qui nous permettent d'avancer. Et je me souviens des Finlandais avec lesquels on était en compétition. On retrouve le roadbook par terre. Et là, on se dit, donc adversité, on veut gagner. Est-ce qu'on le met dans notre poche, on ne dit rien, ou est-ce qu'on leur dit? Et on a vu un Finlandais arriver nous dire, vous n'avez pas retrouvé notre roadbook, parce que pour eux, c'était la course finie. Et on a dit, si on l'a, rendez-vous un peu plus loin, on va essayer de vous battre. Donc c'est aussi du fair play. Et ça nous a permis de gagner cette course. Et alors, en anecdote, on a fini par 130 km de kayak dans la baie d'Along, toute une nuit, avec des hallucinations, parce que le manque de sommeil fait qu'on a des hallucinations. Et elle m'a appris aussi que tant que la ligne d'arrivée n'est pas finie, tout peut arriver. Donc concentration, aller jusqu'au bout, bien sûr s'entraider, parce que ces hallucinations, quand on est en kayak et l'équipier devant vous dit passe-moi le ballon, on peut se poser des questions. Donc c'est vraiment être dans ce climat d'entraide et essayer de garder un peu de lucidité dans ce monde, dans cette dernière ligne droite, on va dire. Magnifique. Donc une fois que tu as arrêté le sport de manière professionnelle, tu as créé une ou plutôt plusieurs entreprises, vu que tu organises donc des événements sportifs et tu interviens en entreprise. Tu as écrit des livres, tu es maman, tu as appris à piloter un hélicoptère. Qu'est-ce qui te motive à aller toujours plus loin, toujours plus loin? Je pense qu'on s'ennuie déjà quand on reste dans notre confort et qu'on fait les mêmes choses, etc. Et je pense qu'on a une vie, il faut la vivre intensément. Donc ça, c'est vraiment un moteur. Qu'est-ce qui fait qu'on enchaîne de projet en projet en équipe? Alors j'ai fait 20 ans de raid multisport nature. C'est les projets finalement qu'on a et chaque course, c'est vrai, quand on finissait un raid de 1000 km, on est un peu fatigué, on a besoin de se ressourcer.
Mais le nouveau projet va nous redonner de l'énergie, va nous redonner un but et va nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que c'est pareil dans tous les milieux, finalement. Professionnellement, si on s'ennuie à un moment donné, on a besoin d'un projet qui va nous redonner de l'énergie et nous permettre d'aller de l'avant. Quel est le prochain truc le plus dingue que tu as envie de faire là en ce moment? Je suis sûre qu'il y en a un. Oui, j'ai toujours des envies. C'est vrai que j'ai eu 20 ans de Rennes Multisport, donc à parcourir le monde. J'organise des événements pour partager ma passion. Professionnellement, donc il y a une entreprise, je fais beaucoup de conférences, de séminaires. J'aimerais avoir un jour un lieu nature qui me corresponde et de pouvoir l'ouvrir. Alors c'est plus des projets professionnels, mais c'est aussi des choses qui m'animent et qui font que j'ai envie d'aller de l'avant. Alors tu vas non seulement toujours plus loin, mais tu as aussi été la première à faire plein de choses, notamment la première femme à traverser la Manche de 4 manières différentes, en wakeboard, fanboard, je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi le fanboard? En planche, d'accord, en kayak et en catamaran. Donc cet état d'esprit de pionnier, tu l'appelles comportement conquérant. Donc j'aimerais savoir de quoi a-t-on besoin pour finalement conquérir ses rêves et les transformer en réalité? Alors, c'est vrai qu'il y a eu ces traversées, elles se sont fait toujours un peu par hasard. En tout cas, la première, j'étais dans un restaurant, je viens du Touquet. J'étais dans un restaurant où le restaurateur me dit « Oh, je viens de faire traverser la Manche à verre d'Hamilton en paddleboard, tu devrais faire ça ». Et puis, on finit le dîner en disant « Allez, on tape dans la main, on va le faire ». Donc voilà, à partir du moment où c'est dit, je me suis entraînée en wakeboard et puis il y a eu une première traversée, puis une deuxième parce que je trouvais que c'était sympa d'essayer un autre sport. Voilà, donc c'est oser déjà la première marche, se dire je vais le faire et je vais y arriver, et après se donner les moyens d'y arriver. Après, c'est pas toujours sans mal. J'ai été capitaine d'une équipe en fait en 2003. Donc on a gagné le Raid Gauloise. 2003, on abandonne, il y a un décès dans la course. 2004. Je suis dans le doute, l'équipe s'arrête parce qu'on n'est pas professionnel en France. Et là, j'ai plein d'équipes qui me disent on aimerait t'avoir comme équipière, on a plein de moyens, etc. Et puis moi, je me dis mais il n'y a pas de femme capitaine d'équipe dans ce milieu. Et j'ai envie peut-être d'initier quelque chose. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'y ai réfléchi pendant 3-4 mois à me dire est-ce que je prends la solution de facilité ou est-ce que je vais chercher des sponsors, je vais recruter des garçons, et puis je monte le projet. Et c'est vrai qu'une fois, alors on a ces hésitations, hein, c'est les périodes de changement où si je peux donner quelque chose, et je sais qu'il y en a qui ont envie d'entreprendre, on se pose ces questions-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a de positif pour moi, qu'est-ce qu'il y a de négatif ou les peurs que je peux avoir derrière, et puis on va avoir les réponses. Et donc, mis bout à bout, j'ai décidé de devenir capitaine. Donc je suis allée recruter des garçons plus forts que moi, je suis allée chercher des sponsors. Avec cette équipe, on a abandonné au championnat du monde. Alors, pour faire le lien avec Claudio, on ne s'est pas assez parlé dans notre équipe. On a fait une hypoglycémie fulgurante. Et je me suis dit, jeune capitaine, on n'a pas vu que notre équipier n'allait pas bien. Il n'a pas osé nous dire qu'il n'allait pas bien. Et on a instauré le 11 dit tout dans notre équipe. Et après, forcément, de victoire en échec, on a pu devenir 2 fois vice-champion du monde. Mais c'est vrai que je me souviens de cette période-là, elle n'était pas facile, cette décision à prendre. Et pourtant, elle m'a fait grandir. Et puis finalement, elle a fait grandir le milieu. Et finalement, et ça va rejoindre du coup le thème du jour, qui est le leadership. J'aimerais revenir précisément sur ces 2 moments en 2006 et 2007. Donc oui, l'adversité, tu connais, tu l'as surmontée et finalement, donc en 2006 et 2007, tu as réussi à mener ton équipe à ce fameux titre de vice-champion du monde. Donc déjà, comment ça s'est passé? Donc tu disais, voilà, c'est pas évident de devenir capitaine. Donc comment concrètement est-ce qu'on devient capitaine? Bon, déjà, je pense que l'expérience dans le milieu, elle est importante. Il fallait que j'ai suffisamment de crédibilité pour recruter des garçons avec moi. Et puis après, j'ai pas eu du tout. Alors, j'ai vécu dans 3 équipes. Un mode plutôt autoritaire, un mode dans l'équipe avec laquelle j'ai gagné le Raid Gauloise, où on était vraiment une équipe où il y avait de la cohésion, où le capitaine était là, mais il tranchait au dernier moment. On était plutôt dans un mode participatif. Et là, je me suis dit, si je veux être femme leader dans ce milieu quand même difficile, c'est pas l'autoritarisme, c'est vraiment d'avoir des experts dans l'équipe et de donner le leadership. Donc quand l'orienteur a la carte, c'est lui qui mène l'équipe. Quand le barreur est dans le bateau, c'est lui qui mène l'équipe.
Et moi, j'ai pas peur de, aujourd'hui, de manière professionnelle, de former les gens qui vont me remplacer plus tard et de leur donner les mains aussi du bateau, du raid, du dossier qu'on a à faire. Donc je pense que c'est important. Alors, je me suis imposée pour répondre à ta question parce que j'étais dans le milieu, que j'avais un minimum de crédibilité. Mais après, c'est surtout dans le recrutement, en donnant le leadership, en fédérant. Alors c'est vrai que j'avais envie que cette équipe, elle gagne. J'étais une battante, une conquérante, mais ça m'a appris plein de choses aussi sur connaître comment les uns et les autres fonctionnent. Je me souviens, jeune capitaine, j'étais à dire allez, faut aller plus vite. Et quelques années plus tard, j'arrêtais de dire ça et je me mettais derrière la personne qui avait besoin d'avancer sans rien lui dire. Voilà, il y a plein de choses où on peut fédérer, être le capitaine, peut-être avoir le dernier mot, mais être surtout dans la confiance qu'on va donner aux différentes personnes de l'équipe. Et une fois que tu étais capitaine, est-ce que du coup ce leadership était acquis ou c'est quelque chose que tu as dû réimposer constamment ? Je pense qu'on n'a pas besoin d'imposer. C'est quelque chose qui se vit et c'est vrai que ça s'entretient avec le temps, mais j'ai jamais eu besoin de dire je suis un capitaine, c'est moi qui décide. Ça se fait naturellement et je pense que c'est important que ça reste naturel. Moi, dans la globalité de tes projets, il y a un truc qui m'interpelle pour revenir à cette notion de rêve et comment les réaliser. Moi aussi, j'ai plein de rêves, mais je pense que ma vie sera trop courte pour les réaliser. Et quand on regarde ta biographie, tu as accompli des choses absolument incroyables. Comment est-ce que tu fais pour défier le temps, littéralement ? Déjà, ça vient vraiment du sport, mais cette notion d'effort, de faire, elle est ancrée. Je pense que c'est toujours une question d'organisation. C'est vrai que les journées, elles font 24 heures et il faut bien essayer de tout caser à l'intérieur. Mais c'est important d'être organisé, d'avoir des priorités. Aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais j'essaie de garder une demi-heure de sport par jour, ce qui n'est pas évident. Mais, et puis de rendre visite vraiment les projets qu'on a et d'aller au bout. Voilà. Après, c'est sûr que ça demande aussi de faire des choix. On ne veut pas tout faire à un moment donné, donc ça impose aussi de faire des choix. Et quand on s'est eu au téléphone, tu parlais d'un élément important qu'on n'a pas abordé, c'est ce petit grain de folie qui te fait avancer. Est-ce que tu penses que c'est indispensable de l'avoir ? Oui, je pense que c'est indispensable parce que c'est ce qui nous anime. On a tous un petit grain de folie quelque part et parfois on se dit « Ah non, je ne vais pas faire ça, on va me prendre pour une folle. » Mais pourquoi pas ? Enfin, se dire pourquoi pas. Et puis, voilà, ça va d'ailleurs avec aller de l'avant, sortir du cadre. Nous, on a testé plein de trucs pour gagner nos courses. Parfois, on se disait, ce chemin ne va pas passer, on va escalader la falaise. On le faisait. Voilà, donc c'est... et puis, si je repense à ces traversées de Manche, ça a été des fois de la folie. Quand je repense à la traversée en planche à voile, où le bateau accompagnant n'a pas pu faire la traversée parce que la mer était trop forte, et où j'ai traversé avec 2 jet skis, où je me dis, alors maintenant je suis maman, mais j'étais dingue. J'avais une petite planche de vague, il y avait 8 mètres de vague, il y avait les tankers, j'aurais pu casser le mât, les jet skis tomber en panne et jamais revenir. Mais bon, voilà, après on s'est préparé, on l'a fait et puis on est allé au bout. Cette année, tu as aussi sorti ton 3e livre, oui, en plus, qui est intitulé Fonce corps et âme. Qu'est-ce que tu as eu envie de partager dans ce livre ? Alors, c'est le 3e. Le premier, c'était plutôt un livre sur les raids multisport nature. Le 2e, plus une biographie. Et c'est vrai que depuis 2008, je fais beaucoup de conférences où je partage plein de choses sur l'énergie humaine, sur l'énergie collective, sur se dépasser, sur changer. Et puis, le confinement étant passé par là, et aussi peut-être pour laisser une trace, j'ai eu envie d'écrire. Donc, ça reprend des anecdotes de mon parcours, pas que sportif, ça... c'est professionnel, c'est dans le coaching, c'est les événements, c'est tout ce que j'ai pu vivre et en sortir à chaque fois l'art de mener plusieurs batailles, l'art de cultiver son grain de folie, l'art de monter une équipe. Donc c'est très pédagogique avec des petits exercices à la fin. Alors j'en ai un, j'ai oublié de le prendre là sur la table ronde, mais Ophélie, elle peut peut-être vous le montrer. Et j'en ai une 20aine avec moi si certaines souhaitent... Voilà, c'est ça, fonce corps et âme. Si certaines souhaitent repartir avec tout à l'heure, je me mettrai sur une table. Donc c'est vraiment du partage, la transmission. Je me dis souvent, j'ai fait 20 ans de raid à vivre. J'ai une première vie vraiment tournée dans le raid multisport, dans l'objectif de l'équipe qui m'a animée d'ailleurs à aller plus loin. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans la transmission.
Donc à l'université, dans les séminaires, dans des journées comme celle-là que j'ai acceptées avec plaisir. Et puis ce livre, c'est aussi un témoignage pour que chacun puisse s'emparer de ses rêves. Il y a une phrase que j'aime bien qui est fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, que vous connaissez tous, mais je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens d'y aller. Tu parlais d'exercices dans le livre. Est-ce qu'il est possible que tu nous en donnes un ou tu nous résumes un, hein, ou est-ce qu'il faut les lire? Est-ce que c'est un truc qu'on doit faire de manière posée? C'est plutôt à faire de manière posée, mais voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends la décision, je la prends pas? Mettre les plus et les moins de la situation, c'est quelque chose de facile et ça nous permet d'y voir plus clair. Donc il y a plein d'exercices comme ça à chaque fois que vous pouvez intégrer et qui vous permettront, j'espère, de foncer corps et âme dans vos projets. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Karine Baillet. Merci de m'avoir accueillie. Et merci d'avoir partagé ton grain de folie avec nous. Merci. Et puis je serai avec vous encore un petit peu après, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et plein de beaux projets à toutes et tous.